en dehors de la conf que j'ai faite en vidéo à Goa. Pour l'instant, on est en train de soigner avec Stéphane l'embargo de l'annonce de ce prix parce qu'il faut bien sécuriser toutes les affaires de brevets et d'autres. Et j'espère que ça va retomber sur la renommée internationale du CEA. Là, on est vraiment, grâce à X années de recherche poussées par le CEA, avec toutes les générations d'autorités qui se sont suivies. Merci Stéphane et à tous ses prédécesseurs. Le CEA est vraiment en avance en ce qui concerne la chimie séparative. Et je vais essayer de vous raconter l'histoire sans interférer sur des choses qui pourraient antérioriser des brevets. Alors, la citation pour le prix, elle est du comité Surfactant in Solution. Il s'agit d'avoir une approche innovative sur des procédés de séparation plus verts. Tout le début de l'histoire, c'est que les hydrotropes n'ont jamais vraiment été étudiés en chimie séparative, puisque comme ils ont le mauvais goût de se mélanger à l'eau, pour faire de l'extraction eau-huile contrôlée, bon, les gens se disent, un machin qui en plus va passer dans l'eau, ça va être le bazar, ça va diminuer les rendements. Et c'était tellement dans le sens commun que ça diminuait les rendements qu'un responsable de programme, que je ne nommerai pas, a dit « Ah, on a donné de l'argent par erreur à ce truc-là, on va récupérer l'argent ». Ça a été toute une histoire, tu t'en souviens, Stéphane, à Chypre, ils ont rapatrié l'argent parce que c'est par erreur qu'ils nous avaient donné un peu de sous. Bon, effectivement, je n'ai pas pu aller pour des raisons personnelles à Goa. Et donc, sans tricher, je vais vous faire en français, je n'ai pas touché au slide, le même exposé que j'ai fait à Goa. Il se trouve que c'est un prix où c'est les prédécesseurs qui sont dans le comité, les prédécesseurs encore de ce monde qui sont dans le comité. Et donc, j'ai vite deviné que c'était Dominique Langevin qui m'a ramené le prix. On a fait une remise à la demande des organisateurs. La remise de prix a eu lieu à Orsay la semaine dernière. Surfactant, c'est une contraction de Surface Active Agents. Ils sont faibles, ils s'agrègent faiblement, c'est-à-dire plus faiblement que des micelles classiques. Et puis, le titre l'idée à faire passer, même s'ils sont faibles, en fait, ils sont forts pour la solubilisation. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, comme toujours, si on veut savoir où on va, ben, c'est bien de savoir un peu d'où ça vient, toutes ces histoires. Alors, j'ai fait un peu un historique des points importants, et grâce à Internet, on peut savoir au cours du temps combien de fois le mot hydrotrope a été utilisé dans la littérature. Alors, ça a été introduit par Neuberg. J'appelle hydrotrope tout ce qui n'est pas un savon, à l'époque, tout ce qui n'est pas un savon et qui permet de dissoudre des trucs. Il a appelé ça des hydrotropes. Et jusque dans les années 50, les grands articles, il y avait souvent savon et hydrotrope, tensioactif et hydrotrope, etc. Bon, ça ne s'est passé. Mais les hydrotropes, c'était moins intéressant, ça ne faisait pas des belles micelles. Donc vous avez cette espèce de bruit brownien là, ici. C'est sympa de pouvoir parler français au lieu d'anglais parce que je peux mettre des messages subliminaux. Bon, c'est un petit bruit. Et puis, à l'instigation de plusieurs industriels qui a dit « Regardez quand même un peu ça », il y a M. Barden qui travaillait pour les pétroliers, donc il y a des gens de l'IFP dans la salle, qui travaillait pour les pétroliers, qui s'est dit « Je vais prendre des solutions avec des alcools, des petits trucs qui sont censés pas se dissoudre, des hexanes et autres. Et puis le meilleur moyen que j'ai pour tester la stabilité de quelque chose, c'est de faire comme Christiane et Jean Perrin, c'est de le coller dans une ultracentrifugeuse. Et il a collé un mélange en limite de solubilité de tous les alcanes qu'il a trouvés avec un peu d'alcool, pas trop loin d'un point critique. Et puis quand on met ça dans une centrifugeuse, il a vu un truc qui ressemblait, qui sédimentait comme une goutte d'eau, comme une goutte. Puis la goutte, elle avait une taille qui allait bien. Dans les micro-émulsions ont été publiées en 1948. Là, on était en 1976. Il a dit, tiens, j'ai fait une micro-émulsion sans tensioactif. Et il a appelé ça surfactant free micro-émulsion, 1976. Alors tout le monde a rigolé. Qu'est-ce que c'est que c'est encore un industriel. On sait bien qu'une micro-émulsion, par définition,
ça doit avoir un tensioactif. Et qu'est-ce que c'est que ce guignol qui nous parle de microémulsion sans tensioactif? Pendant un petit moment, je n'ai pas réussi à savoir qu'est-ce qui a fait ce trigger de doublement. Je n'ai pas encore vraiment regardé. Mais pendant un petit moment, c'est resté vraiment une curiosité de laboratoire citée dans 40 articles par an. Et puis il y a deux choses. Il y a M. Spicer, qui est qui était chez Procter & Gamble, directeur de recherche, et qui s'est fait un peu virer parce qu'il était un peu politiquement incorrect. Il a découvert comment faire des cubosomes en faisant des manips de dilution. C'est-à-dire que lui, il a dilué par un hydrotrope l'éthanol, des solutions, et il a trouvé la formation spontanée d'émulsions de phase cubique. Depuis, c'est un procédé industriel qui est utilisé dans beaucoup d'endroits. Il a dit, moi, j'ajoute un hydrotrope et je fais un truc, vous l'appelez comme vous voulez, émulsion ou microémulsion. Je ne veux pas savoir si c'est à l'équipe thermodynamique, mais je fais de l'émulsification en ajoutant un truc qui n'est pas un tensioactif. Et la même année, il y a un article de Sinamora qui a dit tous les modèles de solubilisation de la pharmacie peuvent être renouvelés et doivent être renouvelés parce que finalement, en mettant la bonne quantité d'éthanol, on arrive toujours à solubiliser ce qu'on veut. Et les pharmaciens disent, on ne sait pas si c'est de l'inérésie ou pas. Et puis ça a commencé à augmenter. Et puis il y a un Xenakis, alors ça c'est des données générales, Xenakis, qui est un formulateur des huiles en Grèce, il a dit un jour, moi je fais marcher des enzymes qui sont censés marcher dans une membrane, et ils marchent beaucoup mieux. Il a refait des manips qui en fait étaient déjà faits par des Russes à peu près 20 ans avant. Et il a dit, j'ai un milieu sans tensioactif, ternaire, avec un hydrotrope, une eau et un alcane, et mon enzyme, il marche 10 fois mieux que dans une membrane, alors que la nature l'a faite pour marcher dans une membrane. Alors là, Xenakis, je l'ai croisé, il m'a dit il doit y avoir une structuration, il doit y avoir des microémulsions sans tensioactif. Avec Werner Kunz, on a parié une caisse de Châteauneuf, que ça n'existerait pas, que la théorie devait dire que ça ne devait pas marcher. Mais on a quand même fait le test en diffusion de neutrons. En diffusion de neutrons, on a la variation de contraste. Olivier Dia a fait la manip un peu en perruque sans faire de demande d'ali-allèle. Puis alors là, le résultat était clair. Il existe des agrégats alors qu'il n'y a aucun tension. Il existe des micelles et des microémulsions, quelque chose qui y ressemble, qui ne l'est pas complètement. Et alors on a en 2011, un Japonais que je ne connaissais pas en a fait la théorie générale. Après, on a eu la première preuve par diffusion de neutrons et de rayons X. Et puis en 2016, avec Marcellia et d'autres gens qui sont dans la salle, on a publié la théorie de tout ça. Et puis depuis maintenant, ça explose complètement. On en est à pas loin de 200 articles par an qui décrivent des applications de ces tensioactifs qui sont faibles. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est une redécouverte du secret de c'est comme ça qu'on l'a vendu au CNAS, du secret de Farina de l'eau de Cologne, qui faisait des extraits de plantes qui sentaient bon au lieu de sentir mauvais. Du coup, il le vendait que aux princes. Bon, ça, c'est une histoire amusante, mais plutôt pour une conf grand public. Donc, Neuberg a dit que lui, il a découvert les hydrotropes comment ? Il s'est dit, il y a plein de molécules, en 1916, il y a plein de molécules qui sont peu solubles. Donc, la nature a dû inventer quelque chose pour les rendre solubles. Et il a démontré, en faisant des bêtes manips de mélange, que les salicylates, il y en a plein dans les plantes, butyrate, du valérate, etc., que tous ces composés, il a dit, tout cela, quand je les ajoute, me permettent de dissoudre en quantité non négligeable des molécules non solubles a priori. Bon, la même chose a été utilisée maintenant pour la formulation des biofuels. L'industrie des cosmétiques, évidemment, ça c'est une espèce de carte si vous êtes ingénieur formulateur dans l'industrie de la cosmétique,
Bon, si on vous demande de travailler là, vous êtes en train de faire un pas. Donc ici, vous avez l'eau, l'hydrotrope, en général l'alcool, et la molécule qui sent bon. Si vous êtes là, vous faites un parfum. Si vous êtes là, vous faites de l'eau de Cologne. Si vous êtes là, vous faites de l'aftershave, etc. Ça, c'est la carte générale de où ça se passe. Et en fait, le secret de pourquoi ça sent bon pendant longtemps, c'est que vous partez d'un point ici. La première chose qui s'évapore, c'est l'éthanol. Vous descendez comme ça dans le diagramme de phase. Après, l'eau s'évapore, vous descendez comme ça. Et après, vous atterrissez ici, tout en bas. Et tout en bas, il n'y a plus d'hydrotrope. Donc, les machins sont insolubles. Donc, les machins font des cristaux liquides. Ces cristaux liquides forment une certaine structure. Et puis après, le commercial vous vend ça comme le long lasting effect. C'est parce que le dépôt, il s'est structuré. Donc, j'ai publié ça avec l'industrie de la cosmétique il y a une quinzaine d'années. Depuis, c'est devenu... c'était tout simple, en fait. C'est le chemin d'évaporation qui explique. Et ce qui est important dans ce chemin d'évaporation, c'est que l'hydrotrope, il est volatile. C'est un de ses grands défauts pour les industriels, notamment du nucléaire. Bon, il va falloir régler ce problème. Bon. Et puis, dans l'industrie, l'effet Ouzo, etc., c'est tout la même chose. Vous avez une sursaturation parce que l'alcool part... l'alcool part dans la phase aqueuse, vous êtes en sursaturation, vous avez des gouttes d'émission spontanées. Bon, et dans la science des colloïdes, vous en avez plein. Ce que je dis est général et se fait, mais pour comprendre, au-delà d'agiter les bras et de faire du qualitatif, pour comprendre ça, comme toujours, il faut faire des manips quantitatives. Vous faites de la météo, vous regardez la température, vous avez besoin de savoir sur une carte si vous êtes dans la forêt amazonienne ou dans la toundra. Et ben en physico-chimie, c'est la même chose. Il faut travailler dans des systèmes de diagrammes de phase connus où on a les positions des points critiques, les positions des cristaux liquides, etc. Et si on veut faire ça sérieusement, il faut le faire dans un diagramme de phase, n'est-ce pas, Philippe? Donc, les hydrotropes, comment vous êtes devant un problème, vous avez envie de vous servir d'un hydrotrope, quelle est la ressemblance d'un hydrotrope et un vrai tensioactif, pourquoi on les appelle tensioactifs faibles, weak surfactant. Si vous faites une manip très simple, vous prenez un colorant, et en fonction du logarithme, là c'est comme Benoît, en fonction du logarithme de la concentration du tensioactif ou de l'hydrotrope, vous avez une coloration. Et si c'est un tensioactif à partir de 10-3 molaires, vous savez tous que 10-3 molaires, avec un tensioactif typique, on ferme des micelles, et dès qu'on forme des micelles, ben, au lieu de solubiliser très peu, ben, on solubilise beaucoup. Les hydrotropes, il n'y a pas de marche, et puis on s'est décalé de 2 ordres de grandeur. 2 ordres de grandeur, ça fait un facteur 100. Le logarithme népérien de 100, vous multipliez par kT, vous avez en gros l'énergie qu'il faut en plus pour former l'agrégat. Donc l'hydrotrope, il faut en mettre 100 fois plus que du tensioactif, mais à condition d'en mettre assez, ça finit toujours par dissoudre, ce qui est agréable pour l'industrie qui veut éviter le tensioactif. Il est facile de mettre et, comme disait la palisse, difficile à enlever. Alors, ça c'est dans le langage de la formulation. Dans le langage de la physico-chimie, lorsque vous avez un hydrotrope ici en haut dans le triangle, l'eau et le tensioactif, eh bien, ça c'est le milieu dans lequel vous recevez quelque chose. Et maintenant, si vous vous placez ici, ça se déplace sur vous avez les 2 liquides en équilibre qui sont aux 2 bouts de la binodale, et puis le soluté que vous ajoutez, ben, il a le choix de se mettre là ou de se mettre là. Vous avez fait une manip de chimie séparative, mais ce n'est pas dans un mélange eau-huile, mais c'est dans un mélange riche en eau, riche en huile. Et il y a les chemical engineering, il y a une excellente revue avec milliers de références dans la littérature qui vous donne toute la liste de manips vérifiées, etc. Ça se produit systématiquement. C'est toujours comme ça. On n'a pas encore vraiment de loi générale pour prédire les coefficients de distribution, mais le principe, c'est ça. Vous vous mettez dans le trou de miscibilité
Et le message clé et principal, il faut que je fasse attention, c'est celui de la question, Stéphane, que je t'avais posée. Le truc clé qu'il ne faut pas que je dise trop fort, parce que sinon, il ne faut pas que je dise à quoi ça sert. Mais ici, chaque fois que vous êtes dans un trou de miscibilité, vous êtes plus ou moins loin d'un point critique. Si vous êtes au point critique, par définition, les deux fluides ils se rassemblent. Et il se trouve que près de ces deux fluides a déjà été publié le fait que près du point critique, il y a un petit saut d'une discontinuité de solubilisation qui a déjà été noté dans la littérature, mais qui est très importante. Pour l'instant, rappelez-vous, ici, quand vous êtes en bas, loin du point critique, en gros, la chimie des premiers voisins fonctionne, vous êtes à peu près dilué, vous avez des coefficients de diffusion décrits avec des complexes, des petits agrégats. Et plus vous vous approchez de là, dans le langage qu'on a appelé les freins ces derniers jours, les freins moléculaires qui sont en entropie, vous êtes séparés entre deux milieux qui se ressemblent, donc la séparation va être moins bonne. Donc toute l'astuce nouvelle et qui a été que le comité a noté, c'est que si on choisit de combien on plonge profondément dans le trou de miscibilité, on peut choisir un peu la sélectivité qui est la grande question dont vous avez entendu parler par Stéphane. Alors, c'est compliqué de faire une nouvelle molécule, il faut faire les 1, n'est-ce pas Stéphane? Il y en a pour un an, quand on en veut 10 grammes, on demande poliment, voilà, et puis on se dit, tiens, on va faire une molécule qui va marcher un peu mieux, un peu moins bien. Eh bien non, avec ce principe général, la molécule marche trop, elle est en dessous de la bande verte qui permet de faire une bonne extraction. Ben, par formulation, on monte un peu. Elle est trop près, elle ne marche pas assez bien, ben, on va diminuer un peu le composé. C'est une espèce, l'hydrotrope est un composé magique qui permet de choisir sélectivité et efficacité de l'énergie de transfert. C'est un peu ça le truc dessous. Bon, là, simplement, je racontais, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans un diagramme de phase, l'endroit même où Bardeen avait dit, ici, au bout de la flèche rouge, j'observe l'image de Schlieren en ultracentrifugation. Ce pic ne devrait pas exister, je le vois ici. Et ici, ce pic ici, là, en jaune, là, il ne devrait pas exister, et c'est celui-là qu'il a appelé enfin, il n'y en a qu'un des deux qui est une vraie surfactante free microémulsion. Lui, il en voyait deux. En fait, celle-là, c'est des fluctuations critiques. Mais la vraie surfactante free microémulsion, elle existe et elle est là. Les biologistes ne sont pas trop écoutés, surtout quand il s'agit de Khmelnytsky, qui était un type hyper brillant, mais un Russe qui n'a jamais eu de poste permanent aux États-Unis et qui a passé sa vie à mesurer des efficacités enzymatiques, les reliant aux positions dans les triangles. Et il voyait des maxima dans un système qui est, si j'enlève que je ne vois, isopropanol, hexane, O. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de lipides là-dedans. Et pourtant, les enzymes membranaires fonctionnent. Ça, c'est les expériences de nos collègues grecs. Ils avaient la lipase de je ne sais plus quel animal ou plante. Et puis, ils ont fait les tests ici de fonctionnement. Et lui trouvait un maximum ici, au-dessus du trou d'immiscibilité. Alors, comme je vous ai dit, dans des positions du diagramme de phase bien déterminées, il y a une bonne méthode, c'est de faire des rayons X et des neutrons. Le malheur, c'est que la formule classique que tout le monde utilisait, factorisation P de Q, S de Q depuis Ether, elle ne marchait pas trop parce qu'on avait ce que Christiane appelle des broad-peaks. Non, tu appelles ça comment? Des pré-pics. Et une autre communauté des broad-peaks, donc on a eu un peu de mal à s'en sortir. Mais pour le message, pour vous rappeler, si vous voulez interpréter, maintenant on en a des milliers, et il n'y a pas que nous, il y a plusieurs autres labos dans le monde, tous ces points-là, si vous les regardez, le signal se décompose en la somme
d'un Ornstein-Zernike et d'un pic qui peut être généré suivant les cas par un P de Q, S de Q, ou alors une lorentzienne, un truc, un machin. L'image à retenir, c'est que la phase solvant, la phase pauvre en eau, elle est elle-même structurée. C'est ça le truc. Elle est fine, elle est structurée, moins qu'une micelle, elle est structurée, mais elle produit cette espèce de prépic lorentzien. Ça, c'est la phase structurée côté pauvre en eau. Et côté riche en eau, ben, il reste des petits bouts, des petites gouttes. C'est ceux-là qu'avec Werner Kunz, on appelle les agrégats Preusso. C'est ceux-là, les petits agrégats qui permettent de solubiliser alors qu'on est dans l'eau. Et c'est toute la force de l'hydrotrope, c'est qu'il structure la phase huileuse, un peu, mais pas trop. Et de l'autre côté, dans la phase aqueuse, il permet de faire ces petits agrégats qui sont dynamiques, il n'y a pas besoin de tensioactif. Comme j'ai dit, les tensioactifs, c'est cher, c'est toxique, et c'est impossible à sortir de l'échantillon. Mais voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir ensuite de faire des manips de chimie séparative sur une ligne de deux bouts de diagramme de phase, des deux bouts de ce trou de miscibilité. Et plus on plonge profond dans le trou de miscibilité, plus on est efficace. Donc on a un type, Robert Winkler, qui est un jeune extraordinaire de l'ICSM. Je lui ai demandé récemment de refaire la manip ils avaient, dans l'équipe de Pierre Baudouin et d'Olivier Dia, ils avaient remarqué depuis longtemps que les nanoions, pourvus d'un contre-ion relativement hydrophile, les Japonais appellent ça des antagonistes salt, eh ben, ils avaient des propriétés très communes avec les hydrotropes. Donc ils ont pris avec une stagiaire, ils ont comparé des trous de miscibilité. En violet, c'est avec l'éthanol. Donc ça, c'est pas publié. Je les ai tracés à la main avec des données qui ont été faites il n'y a pas longtemps, juste avant le prix, là, la veille. Et puis ici, des données qui ont été prises avec un, je sais pas quoi, un tungstate un silico tungstate je serais incapable de dire le nom. On a des diagrammes de phase à peu près les mêmes. Ça ferme le trou de miscibilité. L'idée, c'est que les sels antagonistes sont aussi très proches des hydrotropes. Et ensuite, on fait de la diffusion de lumière dans la zone intéressante qui est juste au-dessus du trou de miscibilité. Et puis dans cette zone intéressante, on peut faire la transformée de Fourier, enfin la transformée qui va bien de ce signal, et trouver non pas des rayons, les thésards croient que c'est des rayons, mais en fait c'est des temps caractéristiques, et on les convertit en rayons apparents d'un objet, il ne faut surtout pas croire, c'est un objet de ce rayon. Et ce qui est le grand message, c'est que si on est près du point critique, bah, en bleu, on voit la fluctuation critique. Ça diffuse énormément, c'est l'opalescence critique. Mais si on est loin du point critique, on voit aussi typiquement une diffusion 100 fois moins forte que les gens n'ont pas vraiment regardé, sauf les labos chinois qui s'occupent de cycle du combustible en Chine. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Stéphane. Les deux dernières publis là-dessus, c'est les Chinois, ils sont à fond. Hein. Cette petite diffusion, vous voyez ici en rouge pour ce point-là, et en vert pour ce point-là, vous avez une diffusion d'un petit objet et d'un grand objet à l'équilibre. C'est des zones dynamiques, c'est des gros objets riches en huile, des petits objets riches en huile d'un côté, des gros objets pauvres en eau de l'autre. Et entre ceux-là, il y a l'échange d'à peu près tout ce qu'on veut, actinide, lanthanide, on peut y aller. Et ça, c'est systématique, ça existe partout. Ça existe de ce côté-là, en vert, etc. Et il y a une taille caractéristique qui est donnée par la thermo. Donc, celui-là, c'est celui qu'on a publié en 2016 dans PNAS. La raison de la taille d'équilibre, bon ça je ne l'ai pas dit à la conf, hein, mais Jean-François, c'est ça la question que je t'ai posée avant les vacances. Et fin août, j'espère que tu vas me donner la réponse. Qu'est-ce qui donne la taille de... Ah ben je triche pas, hein, tu es témoin. On ne sait pas encore qu'est-ce qui donne la taille d'équilibre de ces... Mais retenez, je me mets au-dessus du trou de miscibilité, c'est-à-dire j'ai mis un peu plus d'hydrotrope que ce qu'il faut pour avoir la séparation de phase.
je crée des agrégats dynamiques qui sont sympathiques parce qu'ils permettent de faire de plein de... Et puis en plus, j'ai une méthode assez simple par diffusion de la lumière s'il n'y a pas trop de cochonneries. Les cochonneries, c'est ça en diffusion de lumière. C'est des gros trucs, mais qu'on peut filtrer maintenant électroniquement. Pour vous donner une intuition, comme on dit souvent, la dynamique moléculaire, donc ça c'est des travaux de Dominique Orinek, la dynamique moléculaire permet vraiment de se permettre cette image. Cette image, je l'aime bien parce que elle fait passer le message facilement. Si je vous la commente, vous faites une distribution de molécules. L'éthanol, il a 3 endroits. Il peut être à l'interface, il peut être, contrairement à un tensioactif, qui n'est que à l'interface, l'hydrotrope, il est aussi dans l'eau et aussi dans l'huile. Maintenant, je dois savoir quelle molécule particulière est dans l'eau et quelle particule est dans l'huile. Et pour ça, je regarde ses premiers voisins et ça se calcule automatiquement. Donc je peux faire un dessin. Ici, je dessine que les molécules d'eau, en bas. En haut, je dessine que les molécules d'octanol. Et ici, de l'autre côté, je dessine les molécules d'octanol, c'est les mêmes que là, mais avec l'éthanol qui appartient du point de vue structural à l'agrégat. Et ici, pareil, l'éthanol qui appartient à l'eau. Et c'est là que vous voyez pourquoi les théoriciens, ils n'étaient pas heureux quand on parlait de microémulsion sans tensioactif, et ils ont raison. Parce qu'une microémulsion, dans la définition, c'est dit on a une couche complète de tensioactifs à la surface des agrégats. Et ici, la seule différence, c'est que la couche d'éthanol, elle n'est pas complète. Et donc, ce sont des tensioactifs faibles. Ce sont des tensioactifs parce qu'ils marchent, ils permettent de faire des agrégats qui eux-mêmes permettent de solubiliser. Ils sont faibles parce qu'ils peuvent... Donc, effectivement, les théoriciens avaient raison. Bardeen n'était pas juste. Il disait surfactant free microémulsion. Si on dit la définition d'une microémulsion, c'est le film est continu, évidemment, il avait tort. Mais du point de vue pratique, il avait raison. On a quelque chose qui a les mêmes propriétés qu'une microémulsion. En plus, faite sans tensioactif, il n'y a pas de tensioactif. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu l'image que je pense utile de retenir. Si vous utilisez un hydrotrope et que vous ne passez pas trop loin du trou de miscibilité, ben vous faites ces petits agrégats dynamiques qui sont couverts par juste ce qu'il faut. Et puis, on peut faire du mal d'un hydrotrope un bien. Vous chauffez un petit peu, ça s'évapore. Et du coup, vous avez la séparation de phase complète. Et par évaporation, vous pouvez obtenir, comme le parfum qui se dépose sur la peau, des choses tout à fait efficaces industriellement. Ensuite, et je crois que, d'après ce que m'a dit Antoine, je crois comprendre que toute cette physico-chimie qui est valable dans l'eau s'applique aussi dans les fluides supercritiques. Tu avais raison, Antoine, hier, quand tu le disais. Alors, maintenant, regardons un peu de plus près. Et ça, c'est un truc qu'on a mis longtemps à comprendre. Ici, on représente l'eau, l'huile. L'huile, il n'y en a pas dans l'eau, pardon. L'eau, il n'y en a pas dans l'agrégat. Il y en a un peu, pas beaucoup. Loin, il y en a beaucoup. Ici, donc, l'eau pénètre dans l'agrégat. Le solvant, ou l'inverse, l'octanol. L'octanol, il y en a plein dans l'agrégat, il y en a aussi un petit peu dans l'eau. Voilà. Mais si on regarde comment se répartit l'alcool, vous avez cette espèce de petite décroissance exponentielle ici, qui a une portée de 3 angstroms. Et ça a été le déclic. Parce que ceux qui étaient là au cours sur les forces d'hydratation, une force d'hydratation, c'est une décroissance du paramètre d'ordre pour parler comme le club du potentiel chimique. La première couche est très ordonnée, la deuxième un peu moins, c'est un gradient de paramètre d'ordre. C'est ça la source universelle de la force d'hydratation. Et la force d'hydratation, elle est faite avec des molécules d'eau et elle décroît donc dans l'espace à 3 dimensions, comme le racine cubique du volume de l'eau.
et donc c'est 3 angstroms. Donc ça a été la preuve, enfin, la dynamique moléculaire nous a donné le truc que c'est la force d'hydratation et pas les répulsions stériques entre tensioactifs qui sont la clé de la stabilité de ces petites gouttelettes. Elles ne coalescent pas parce qu'entre elles, il y a la force d'hydratation. Maintenant, je passe du côté riche en eau, riche en huile. Et là, la façon de faire l'intuition, c'est que vous avez des molécules pleines d'OH. Ça fait des fils d'OH, des fils d'hydroxyde liés par liaison hydrogène dans... c'est ce qu'avec Werner Kunz, on appelle des gels qui ne gèlent pas. C'est des fils de liaison hydrogène, c'est des filets de pêcheurs en 3 dimensions qui sont sans arrêt en train de changer les nœuds. Et ce n'est pas un gel, mais en fait, c'est un milieu continu. Et si vous rajoutez de l'eau, c'est-à-dire vous allez à gauche dans le diagramme de phase, vous rajoutez de l'eau, où elle va se mettre l'eau? Elle va se mettre au point de connexion de ce gel. Donc vous avez nucléation des fameuses micelles inverses que vous avez beaucoup vues dans les cours de Jean-François. C'est nucléation de micelles inverses. C'est autour de ces points-là. Et les micelles inverses, c'est sympathique parce que ça permet d'avoir la solution concentrée de métaux, etc. Et c'est ces points-là qui sont ce que Jean-François appelle les cœurs polaires. C'est ces points-là qui sont les points de réception des espèces que vous voulez séparer. Alors, donc je vous ai donné l'image mentale, l'image intuitive. Quand on est riche en huile, c'est des réseaux de liaison hydrogène. Quand on est riche en eau, c'est des agrégats stabilisés par un film incomplet. Et puis la dernière brique qui manque de ça, c'est la théorie de Onyuki. Si vous avez un hydrotrope qui est ionique, vous avez une séparation d'espèces. Séparation d'espèces qui veut dire qu'il y a une accumulation d'une espèce, par exemple celle-là, le tétraphénylborate, une accumulation près de l'interface. Et c'est ce que disait Benoît tout à l'heure. Si j'ai une accumulation près de l'interface, ben je sors du diagramme de phase. Donc ici, je deviens instable. Donc le fait que l'hydrotrope se soit absorbé à l'interface, dans le cœur de la bulle, j'en ai moins, et j'ai un espèce de nano-effet Ouzo qui a été théorisé par Onyuki. Le fait que l'hydrotrope s'absorbe à l'interface provoque une dissociation. Cette dissociation vous sort de la ligne du trou de miscibilité, et donc il y a une instabilité naturelle. Et l'état thermodynamique émulsifié est l'état le plus stable, alors qu'il y a une tension de surface. Et la phrase clé de Onyuki, qui à mon sens a ouvert le domaine, je ne peux que la lire. Ion pairs are preferentially attracted to water or oil, giving rise to a coupling between the charge density and the composition. Et c'est ce truc qui était inconnu avant Onyuki qui explique que vous avez des émulsions, en mélangeant, vous avez des émulsions thermodynamiquement stables que beaucoup d'expérimentateurs ont appelées des microémulsions. Les théoriciens râlaient beaucoup en disant vous ne pouvez pas avoir de microémulsions parce que vous avez, etc., etc. Bon, dernier point, avant de passer, dernier point qu'il faut que je vous donne pour que vous puissiez comprendre l'utilisation dans des procédés. C'est un point qu'il se trouve que dans toute la littérature, vous avez l'expression x log x moins machin pour calculer l'entropie de mélange. Tout le monde fait du binaire depuis Flory. Là, intrinsèquement, c'est des ternaires. Des ternaires parce que vous avez un hydrotrope, ça lui coûte pas cher d'aller de l'eau à l'huile, et puis il gagne un peu à se mettre à l'interface. Donc, intrinsèquement, on a un milieu que vous ne pouvez pas, ce que moi je faisais trop souvent, en disant on va couper le tensioactif en deux, il y a la tête polaire, il y a la chaîne on la met dans l'huile, la tête polaire on la met dans l'eau, et on a ramené le problème à un moment où on peut calculer l'entropie, parce qu'on a ramené un problème binaire. Et c'est ce que tout le monde faisait, jusqu'à ce que Marseglia, qui est vraiment le grand théoricien de l'entropie depuis les années 70, c'est Marseglia qui avait développé l'entropie avec deux gènes dans les années 70, dans les membranes. Il est encore de ce monde. Et en 2017, le même Marseglia a publié une extension de l'entropie dans les membranes au système ternaire. Et il nous a fait le plaisir de nous envoyer le calcul pour octanol, éthanol, eau, le système modèle qu'on étudiait.
et puis il nous a envoyé ça. Ça, c'est l'entropie totale du système par unité de volume en fonction de la composition. Et toutes les histoires d'effets Ouzo, en fait, il y a une séparation de phase. Le réflexe des gens, c'est de dire, s'il y a une séparation de phase, il faut le payer en entropie de mélange. Ben non, ici, vous avez cette espèce de vallée, l'altiplano, de vallée très plate d'entropie. Ça veut dire que si vous arrivez ici par une formulation, typiquement, vous arrivez dans ce coin-là, vous êtes à la limite du bleu clair et du bleu foncé. Et si vous, ici, le système du bleu clair et du bleu un tout petit peu plus foncé, si vous avez un système qui arrive ici, c'est pas Jean-Charles qui va être surpris s'il se sépare entre les points qui sont là et à la limite. L'entropie de mélange, le coût d'entropie de mélange qu'on a à payer pour faire cette séparation de phase, qui a l'air étonnante, ben dans un système ternaire, elle s'explique par quoi? C'est parce que les volumes de ces deux phases, le volume de l'éthanol, il est intermédiaire entre le volume de l'eau et le volume de l'huile. Et comme tout ça, ça marche par des volumes et des degrés de liaison, les CH2 ont tous à peu près la même taille, donc c'est le nombre de segments. Donc si on prend cette entropie de mélange, l'entropie, on la dessine ici, et ici, si on prend la force d'hydratation dont je parlais tout à l'heure, on ajoute les deux sans paramètres, on trouve que la taille minimale ici fait 2 nanomètres. Et c'est pour ça que sans aucun tensioactif, en utilisant un hydrotrope, on arrive à faire ce que des gens peuvent appeler des micelles. Ce n'est pas des vrais micelles, mais on a des micelles de 2 nanomètres formées sans tensioactif, juste avec des hydrotropes, qui ont toutes les propriétés des micelles pour toutes les manips qu'on veut de la chimie séparative. Donc ça, c'est un rappel... excusez-moi, je l'avais mis là dans la conf, c'est un rappel avec les mains de qu'est-ce que c'est que la force d'hydratation. J'ai deux surfaces, si je veux les rapprocher, ici elles sont loin, la première couche est ordonnée, les suivantes le sont moins, je rapproche les deux surfaces, tout ce qui est là entre deux est ordonné. Donc ça me coûte extrêmement cher en entropie, et ça c'est indépendant de ce qu'est les interfaces en jaune. Et c'est pour ça que vous trouvez dans les revues, vous avez des milliers de surfaces. Alors c'est quoi? C'est que ça soit de l'ADN, du schizophilant. Prenez à peu près des surfaces de n'importe quoi. Vous trouvez toujours cette décroissance exponentielle qui a comme constante la racine cubique du volume de l'eau. Et qui, par contre, ça a toujours la même pente. Mais ici, le point au contact, lui, évidemment, il est différent. L'expérimentateur, c'est ce qu'il appelle une surface hydrophile ou une surface hydrophobe, suivant la valeur de la force d'hydratation lorsqu'on est au contact. Bon, ceci dit, regardons de près. On va faire une manip de séparation dans une émulsion spontanée. Donc là, il se trouve qu'à l'ILL et à l'ESRF, il y a des manips qui marchent bien. Vous mettez un peu d'hydrotrope, et puis vous diluez, et puis dans un circuit fermé, tout ce que vous rajoutez, ça sort, ce qu'on appelle les manips d'autodilution. Donc en fait, vous faites la diffusion tout le long d'une ligne. Et cette diffusion tout le long d'une ligne, pour chaque temps, et donc pour chaque composition, vous avez un spectre en log-log, en petits angles, en grands angles. C'est une ongle, chacun, on peut le décomposer. Et en fait, l'image qu'on a à la fin, lorsque vous êtes ici, au-dessus ou près de la zone de démixtion, vous vous rappelez, c'est le dessin qu'on a fait, qu'il existe des grosses gouttes d'émulsion thermodynamiquement stables. Si vous regardez à l'intérieur de ces grosses gouttes, c'est un point ternaire. C'est le fait qu'il y ait un peu d'eau dans ces gouttes d'huile qui est la stabilisation entropique du truc. Et ces grosses gouttes d'huile, qu'on appelle les gouttes d'ouzo, baignent dans un ternaire lui-même qui, eux, contient les petits agrégats pré-ouzo. Et maintenant, si vous maîtrisez ça, vous avez évidemment, si vous ajoutez un soluté, il va avoir une affinité différente pour les grosses gouttes et pour les nanogouttes. Et à partir de là, vogue la galère. Toutes les manips de séparation possibles et imaginables deviennent... bon, donc ça explique, lorsque la partie riche en huile
a le bon goût d'être pleine de molécules qui s'ordonnent, les lipides ou des choses comme ça. Vous partez de cette situation-là, vous descendez, ça démixe. Et qu'est-ce qu'on dit ici? On démixe ce qui intéresse les gens de la parfumerie. C'est plein de parfums, mais en plus, c'est ordonné. Des cubosomes, des exosomes, il y a toute une zoologie. Ça, c'est la manip dont je parlais tout à l'heure, qui a été faite à Firmenich. On fait de l'analyse par gaz de tout ce qui sort. On s'aperçoit qu'on atterrit par évaporation simultanée d'abord de l'éthanol et ensuite de l'eau. On atterrit quelque part et il est important d'atterrir à un endroit où on est proche d'une phase lamellaire et proche d'une phase cubique. Et c'est ça l'origine, qu'il y a toujours une phase cubique entourée de multicouches d'oignons. Ça, c'est une longue histoire pour les formulateurs. Bon, j'espère vous avoir donné les intuitions des différents acteurs de cette histoire. Maintenant, quel est le lien avec les procédés de séparation en rupture? Vous avez vu précédemment, dans les cours, l'extraction classique sans hydrotrope, que je vais me permettre d'appeler sans hydrotrope. L'extraction liquide-liquide classique, c'est entre une phase riche en huile et une phase riche en eau. Ça, c'est l'extraction classique. Maintenant, vous pouvez avoir des tas d'extractions non classiques où il se trouve que soit vous remplacez le diluant par un hydrotrope, soit même vous remplacez l'extractant par un extractant hydrotrope. Je ne vais pas vous raconter toutes les possibilités qui sont ouvertes, mais typiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le trou de miscibilité, il augmente énormément. Au lieu d'être tout petit, il est très grand. Ça veut dire quoi? Vous avez utilisé l'hydrotrope, mais en mode co-solvant. L'hydrotrope, le binaire ici va bien, le binaire ici va bien, mais dans le milieu, ça ne va pas bien. Donc il y a moyen d'utiliser des hydrotropes comme co-solvants. Parfois, ça se passe très bien, comme dans l'effet Ouzo. Là, ici, vous avez une phase riche en eau, une phase riche en huile. L'intendance suivra, comme disait l'autre. S'il y a un peu d'hydrotrope qui est dans la phase aqueuse, les supercadors de Marcoule, comme Jean Duhamel, nous modifient un peu. Bon, là, il ne faut pas que j'en dise trop. Mais bon, ça se gère. Voilà un exemple. Donc, initialement, on avait joué à ça parce que la théorie nous disait que ça doit marcher moins bien. Et voilà la première surprise. On fait une manip d'extraction liquide-liquide. On y met 5 terres rares, plus un peu de fer. On calcule le delta G de transfert. On le fait sérieusement, c'est-à-dire par fluo X. Donc, on mesure ces delta G de transfert. Encore une fois, 99% de la littérature font de la chromato. Ils ne mesurent pas les deux phases en même temps. Donc, sur le rapport des deux, il n'y a aucune précision. Donc, hélas, les journaux particuliers d'hydrométallurgie, je suis très déçu. 99% des papiers, on ne peut rien en faire parce qu'ils vous disent juste, tiens, là, ça marche, il y a 97%. Mais ils ne vous donnent jamais le delta G. Proprement, avec les barres d'erreur, ce que faisait Asma Elmangar. Et puis, grande surprise, l'hydrotrope marche mieux en rouge que le diluant classique. Et non seulement il marche mieux, bon, tous les deux, suivant la quantité d'acide et d'extractant, permet d'atteindre cette bande verte où l'extraction liquide-liquide est efficace. Mais en plus, l'hydrotrope, vous vous rappelez, il y a des solutions structurées dans l'huile. Donc, si on a énormément d'hydrotrope, on peut même faire de l'extraction avec quasiment que de l'hydrotrope, pas d'extractant. Et ici, vous avez un rapport 3. Ça, c'est une intensification par 3 d'un procédé, ces deux points-là. Retenez ici que systématiquement, entre la courbe bleue avec un diluant classique et la courbe rouge avec un hydrotrope, on gagne 5 kT. 5 kT exponentielle 5, je ne me rappelle plus par cœur combien ça fait, mais ça fait facilement de l'ordre de 100. Vous avez gagné un facteur 100 en KD. Dites à un copain qui fait des nouveaux procédés, que ce soit pour Gen 4 ou pour Gen 5, un facteur 100, tout ingénieur qui se respecte le prend. Alors voilà, ici, ce que j'ai donné comme exemple, c'est l'exemple où on utilise le salicylate de sodium, qui est on l'utilise à la fois comme hydrotrope et comme extractant. Du coup, quand on a mis de l'extractant, l'huile, il n'y a plus besoin que ce soit un extractant. Donc, on a pris l'acétate d'éthyle
Hein, c'est biosourcé ce truc, hein Stéphane, je ne me trompe pas. C'est biocompatible, voilà, c'est quelque chose de beaucoup moins sale que de l'hexane. Hein. On fait le diagramme de phase, et puis on a commencé à faire, on a fait des essais, comme on fait toujours quand on ne sait pas comment ça marche trop. On a fait des essais systématiques sur différentes binodales, c'est-à-dire qu'on a utilisé la recette des biochimistes. On se place d'abord ici, dans le trou, pour dissoudre, et ensuite, par dilution, on vient sur ces différentes binodales, et là, on a fait une dizaine d'essais. Et sur chacun de ces points, c'est une manip de séparation. Je crois que tu en as parlé un petit peu dans ton talk, de celle-là. Non? Ah, bon. Voilà. Ah, bon, pardon, je ne savais pas exactement. Donc, Stéphane s'était arrêté juste avant. Donc, on a ici la zone dans laquelle on a ces agrégats Préuso qui étaient inconnus. Et ici, on a le point critique. Là, on a la zone où il y a les complexes qui sont dominants, les complexes de la chimie supramoléculaire. Là, on a ce truc marrant pour la lixiviation. Mais bon, bref, on a essayé ces 10 lignes. Évidemment, pour le faire sérieusement, il a fallu faire les X de ce qui est présent de chaque côté. Le bilan de tout ça, je ne vous raconte pas en détail ce que c'est que ici, dans la zone jaune, c'est la zone battue et rebattue avec des complexes. Ça, c'est la zone du point critique. Ça, c'est la zone, et ça, c'est la zone Préuso. Et ça, c'est la zone des solutions diluées dans lesquelles on peut appliquer les lois idéales. Et quand on trace ça comme dans les livres d'ingénieurs, la conclusion, c'est que la phase transférée, ça marche bien. Alors, on est dans un ternaire. Il faut se donner une distance. La distance qu'on se donne, c'est la distance du point d'essai de la droite à un point particulier qui est le point critique. Et si on le trace comme ça c'est une distance par rapport à l'unité qui est la largeur du triangle, l'arête du triangle. C'est une distance géométrique sur le dessin. Celle-là, elle a un sens thermodynamique parce que c'est la distance entre cette droite avec une perpendiculaire et le point critique. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des zones où ça marche bien et il y a des zones où ça ne marche pas. Alors, dans les articles de Chemical Engineering, vous avez la liste des zones où ça marche bien, des zones où ça ne marche pas. Mais si on le met maintenant en log, et la plupart des temps, ces points ne sont pas mesurés dans les jours, si on ne fait pas de fluorescence X, merci à ceux qui développent la fluorescence X, ben on s'aperçoit sur 4 décades d'une linéarité. J'ai une énergie de transfert, je peux choisir, je tourne un bouton, et au lieu d'avoir chaque fois à commander une nouvelle molécule, je tourne un bouton, je fais varier la concentration d'hydrotropes et je peux choisir où je me mets. Si je veux faire de la précipitation, il faut se mettre en dessous. Si je veux faire des cascades, on se met au milieu. Et puis là en haut, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on est trop près du point critique. À l'heure actuelle, on a encore des grandes discussions. C'est un point ouvert de savoir si la courbe ici va redescendre à zéro ou ne va pas redescendre à zéro. Moi, je pense que ça ne va pas redescendre. Jean-François pense que ça va redescendre. Il y a encore plein de problèmes ouverts dans cette physico-chimie. Le message ici, c'est que si on veut faire des nouveaux procédés, on prend la meilleure molécule pour différentes raisons, pas de phosphore, truc, machin, la volatilité qui va bien, pas d'inflammabilité, etc. Si elle marche trop bien, on rajoute un peu d'hydrotrope. Si elle ne marche pas assez, on essaye de faire une formulation avec le moins d'hydrotropes possible. Mais dans ce sens-là, l'utilisation des hydrotropes est un vrai procédé en rupture, en hydrométallurgie et dans le nucléaire. Et en fait, les biochimistes, depuis les années 50, ils le savaient. C'est ces fameuses manips de Bly and Dyer de Folch, qui sont des manips, des protocoles si vous voulez extraire des lipides d'une culture bactérienne, vous vous mettez là-haut, vous faites comme Antoine le disait hier, vous utilisez l'eau de la bactérie pour ramener dans le trou de miscibilité. Et si l'étudiant fait bien son boulot, vous êtes sur ce point-là. Et sur ce point-là, vous êtes sûr d'avoir extrait tous les lipides de la culture. Les lipides solubles dans l'eau, qui sont les glycolipides, sont là. Les lipides non solubles dans l'eau, ben, ils sont ici. Et donc, ça vous permet de dire,
J'ai tout extrait, je suis sûr de n'avoir rien oublié dans l'extraction. Donc si je fais l'analyse chimique de l'extrait, je sais de quelle espèce de bactérie j'ai dans ma solution. Et ça, c'est tellement important en bactériologie que ce procédé qui n'était pas compris avant la publication qu'on a fait avec Farid Chemmat et Werner Kunz, a été cité, j'avais fait le compte, 114 000 fois, dont 100 000 avant qu'elle soit comprise. Donc, c'est des protocoles. Et puis, c'est quelque chose qui est... l'utilisation des hydrotropes, c'est quelque chose qui est en pleine explosion. J'ai juste mentionné. L'un des mystères de la biochimie, c'est pourquoi le cycle biochimique, on fait plus d'ATP qu'il n'y en a besoin pour la culture de la cellule. C'est un des grands problèmes de la biologie cellulaire. Et un grand monsieur de biophysique cellulaire, de Dres, j'ai oublié son nom, c'est pas le premier auteur, un très grand monsieur, il a l'hypothèse de dire que dans les organites sans membrane qui sont à l'intérieur de la cellule, il y en a plein, des organelles sans membrane, eh ben, il y a plus d'ATP que dans le reste. L'ATP sert en fait d'hydrotrope pour les gouttelettes de protéines que l'on reconnaît maintenant dans les séparations de phase liquide-liquide à l'intérieur des cellules. C'est aussi probablement relié à un mécanisme d'hydrotropie. Ah voilà, celle-là, je ne voulais pas la louper. Sophie, tu as été précurseur dans le domaine. On a bien joué à faire des précipitations oxaliques dans ce domaine il y a déjà une dizaine d'années, je crois. Eh bien, c'est un domaine en pleine expansion. Ça, c'est l'article de Nature du 5 juin dernier qui fait des MOF justement près de cette limite en utilisant les agrégats. Et tout ça, ça n'aurait pas été du tout possible avec plein de gens qui sont dans cette salle. Stéphane Marcellia. Et je l'ai dit, comment? Oui, on n'aurait pas pu comprendre tout ça. Sylvain Prévost, je l'ai mis en plus haut parce que quand il faut se taper des milliers de spectres de rayons X et de neutrons, ben, il a le courage de le faire à l'échelle absolue et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça colle à l'échelle absolue. Et comme il n'est pas là, je peux vraiment dire toute la nécessité et le bien qu'on pense de gens comme ça. C'est une vraie belle utilisation des synchrotrons et des sources de neutrons. Le message à retenir, l'hydrotrope, que ce soit un diluant ou même certains hydrotropes complexants de la biologie, ben c'est un composé de l'avenir pour des procédés en rupture. Je vous remercie. Pascal Hervé, CSPRO. Je voulais juste faire un commentaire sur la pré-association d'agrégats à l'approche de la biseaudale. On le voit aussi dans le monde des surfactants. Pour être en suractif court, la CMC n'est pas comme dans les cours, comme dans les cours de fac. La CMC, c'est pas brutal. La CMC est brutale dès que tu as 50, 60 molécules. Ça fait intervenir dans le potentiel chimique exponentiel 60, donc c'est vraiment brutal. Pour les petites micelles de petits tensioactifs à partir d'hexanoates, octanoates, où les nombres d'agrégations sont 10 ou 12, ou dans les extractants, les nombres d'agrégations sont 6, si tu résous l'équation des équilibres dynamiques, la région de transition entre un moment où tu n'as que des monomères et que des micelles, elle est très large. Et dans cette région-là, si tu fais la statistique, il y a plein de dimères, de trimères, de tétramères. Donc il y a beaucoup de littérature à ma connaissance, si les chaînes sont courtes, C4 à C6, il y a beaucoup de littérature sur ce que les gens ont appelé des prémicelles, avec raison. On pourrait peut-être les appeler aussi hydrotropes. Ah oui. Oui, tout à fait. Tu trouveras un article de Horinek, de Stéphane, non, je ne sais plus qui, où on a dit « the missing link between hydrotrope and surfactant ». Il y a des surfactants qui, si tu les analyses, si tu fais de la dynamique moléculaire, tu peux pas ça sur l'image de la représentation, je peux te donner la ref, tu peux pas savoir si le chimiste qui est en face, il a appelé ça un tensioactif ou un hydrotrope. On est tellement mélangé entre les deux que oui. Moi, personnellement, ce que tu as me mis à l'esprit, c'est j'ai un parallèle avec en physique avec le density of state. Finalement, les hydrotropes,
au lieu d'être l'extrême avec un Dirac de surfactant à la surface. Oui, Tu peux parler d'une courbe de distribution. oui, 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 oui. Et en fait, on a un continuum entre. Bah, la courbe en rouge, au lieu d'être une Dirac, bah, l'hydrotrope, il va dans le cœur, il est dans le bulk, mais ça, c'est pas une Dirac, c'est cette courbe en rouge qui est remplacée par une Dirac pour un lipide, par exemple. Il en faut 100 fois plus parce que ça ne se met pas que à l'interface, ça se met dans les deux phases. Mais l'astuce, c'est qu'il est à peu près aussi heureux. Les hydrotropes, pour une règle du pouce, il faut qu'il y ait moins de 1 kT d'énergie de transfert entre l'eau pure et l'huile pure. Donc en gros, les lignes dans les triangles, c'est soit plat, soit ça a une pente de 3. Tout ce qui est entre presque plat dans les binodales dans le trou et qui est plat ou pentu pas trop, c'est bon. Tu peux jouer avec. Oui. Quel est le lien avec les fameux Gauss Wilson 3? Plus on est proche de l'accident de troisième phase, mieux ça marche. L'accident de troisième phase, que tu appelles Windsor. Alors, dans le cas des extractants, c'est très visqueux. Dans le cas des tensioactifs ordinaires, on appelle ça le Windsor 3. Ici, j'ai un triangle de phase. Et si tu es ton point de formulation qui est là-dedans, tu es dans le Windsor 3. C'est ça la relation. Et le problème du Windsor 3, c'est qu'il n'existe pas, parce que la troisième phase pure serait instable. Ce Windsor 3, il n'y a pas d'accident de troisième phase, c'était un peu caché dans un des autres intérêts des hydrotropes. Ça, c'est aussi un petit message pour Stéphane et les gens qui pensent au futur des hydrotropes. En plus, les accidents de troisième phase, tu oublies, hein, parce qu'il n'existe plus, ce Windsor 3, pour des raisons théoriques qui sont comprises. Donc en plus, on pourra faire des dossiers de sécurité. On continue autour d'un café? Eh ben voilà. Allez, bravo Thomas. Non, merci de toutes vos questions.